La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui n'a toujours pas de fille dans son équipe. Coucou les gens, oui. Non, je vais prendre mes responsabilités, puisqu'il n'y a pas de fille, Tu fais la fille. Non, c'est bon, merci. je voudrais dormir normal ce soir, sans faire des cauchemars. Ah, j'ai cru que vous dormiez ensemble, t'as mis l'inquiétude. Ça devient chelou. Les deux personnes cheloues qui parlent, c'est Tizak, coucou Tizak, et Guillaume, salut Guillaume. Salut. Voilà, qui a l'air très rassuré. Ouais, très rassuré. Regarde-moi quand tu me parles, Guillaume. Je peux changer de place la prochaine fois. Je suis One A Pied et nous avons Thio juste à c'est côté. Nous sommes là pour vous parler de bande dessinée dans ce podcast fantastique avec des règles simples, des chroniques que nous sommes au moins deux à avoir lues. Des BD. Non, pas les chroniques, Oui. parce que les chroniques, il y en a qu'un qui l'a lu, parce que c'est elle qui l'a fait. Non, on les a pas lues, les chroniques. chroniques. Bref, des chroniques que nous sommes au moins. Je les lirai bien avant, là, histoire de... Non, bon. Voilà. Des BD qui pourraient avoir des coups de cœur si tous les chroniqueurs qui l'ont lu l'adorent. Et surtout, beaucoup de mauvaise foi. Nous avons au programme cette fois-ci un rapide en vrac où je vous parlerai de quelques sujets tristes, car la vie est triste, avant d'enchaîner sur des chroniques. Toi, t'es vendeur, t'es un vrai commercial dans l'âme. Ouais, Vas-y, parlons de les la chroniques. divine vie de Sarah Bernard, du crépuscule des idiots, d'Ombran, de Ghost 111, vous n'avez pas raté les 110 tomes précédents, de Green Class numéro tome 1 et 2, et du dernier Atlas numéro 1 et 2. Putain, mais Car t'as le on est jingle comme pour ça. faire pum pum. Car on est comme ça. Et nous allons bien sûr faire plein de jeux de mots bidons qui serviront de titre à l'émission. car nous c'est aimons con bien parce les que titres. Ranma 1,5, j'avais pas lu le tome 0. On finira sur un petit J'étais œil perdu. sur... On finira sur un petit œil sur Injustice avec... C'est marrant, il lag dans sa présentation. C'était pas mal, hein. T'as vu, Je crois qu'on aurait pu faire... Oh non. C'est difficile de faire pire, en fait. Mais moi, j'ai voulu t'envoyer le jingle et c'était pas le moment, quoi. Mais c'est pas grave, vas-y. Désolé. Donc, oui, je parlerai de ça dans Un œil sûr. Voilà. Et moi, je vais vous parler de deux sujets assez tristes. On va commencer à parler, j'aurais pu en parler il y a moins longtemps, de 9eart.com. Faut que tu prennes la voix de Frédéric Mitterrand en ce moment. 9eart.com qui est un site de bande dessinée qui faisait partie du groupe Arts. Sauf que le groupe Arts, sans doute suite au confinement et à plein d'autres raisons, parce que être un site internet et en vivre, c'est pas facile, a pris bien cher dans sa gueule et a un peu licencié tous ses rédacteurs. Donc Lise, qui avait repris les rênes du site il y a quelques années et qui, j'avais l'impression, bossait un peu toute seule à essayer de transmettre des news et à analyser un peu les quelques... les tonnes de communiqués de presse qu'elle devait recevoir, tout en essayant de varier un peu ce qu'elle nous proposait. Donc c'était pour moi une belle source d'information, parce que franchement, elle devait passer un bon moment à réunir plein de trucs. Et bah tout ça, c'est fini. Et donc, entre autres, il y a aussi Comics Blog qui se retrouve dans la même situation. Et ils avaient un autre site, Sci-Fi, je crois, ou Science Fantasy, je sais pas quoi, un autre site sur la science-fiction, qui est dans le même cas. Donc voilà, 9e art, je vous aimais bien. Je vais être obligé d'aller chercher des nouvelles sur Actu BD. Et en fait, j'aimais un peu moins, même si des fois, ils allaient plus loin. On va se faire défoncer par les gens qui ont du site internet. Hein. Ah, mais Jérôme a bossé sur Actu BD, il a été chroniqueur chez nous, donc ça va. Et ça te donne le droit de faire n'importe quoi. Autre triste nouvelle, suite aux multiples décès qu'on a eu chez les auteurs de BD, suite au Covid et d'autres, et à leur âge, pour pas mal, on a aussi eu là le décès qui m'a particulièrement touché de Kino. Et Kino, c'est un peu un auteur qui a marqué ma jeunesse, parce qu'il faisait des BD qui étaient drôles et qui me faisaient sourire. Il y avait un dessin animé aussi qui était sympa, et qui a peut-être aussi marqué ce côté un peu militant qu'on a, parce que dans le genre BD qui t'apprend le militantisme, Mafalda, je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Et puis surtout, les sujets sont encore d'une actualité quand tu relis des vieux strips. Après, il faisait aussi des illustrations humoristiques, donc un peu plus classiques, qui étaient assez drôles, assez énormes. Mais alors quand tu dis certains strips de Mafalda, tu dis
Non, mais il a écrit hier, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, bref, voilà, Kino, que j'avais rencontré à un festival de BD à Bastia, qui m'avait fait une très jolie dédicace qui est dans mon carnet disparu. Ne prêtez pas vos carnets aux auteurs. Et non, on peut enchaîner. Joker. C'est voilà. On continue? Ouais, on passe sur les chroniques, là, je crois. Ah, ok. Ouais, non, Là, des comme caches. t'as fait trop online, c'est pour ça. Non, c'est parce que j'ai mis les boutons en vrac. Vas-y. Et en plus, c'est à toi. Tu vas nous parler de La Divine, vie au pluriel de Sarah Bernard avec des H et des D. et Bernard. tout ça, de Eddie Simon et Marie-Avril chez Futuropolis pour 22 €. Et pourquoi La Divine? Pourquoi avoir imposé ça à mes gentils compagnons de lecture? Peut-être une vengeance inavouable pour la lecture de plusieurs tomes d'une nuit à Rome. Peut-être des représailles, encore une fois. J'ai pas lu Sarah Bernard. Tu as totalement raté tes représailles. Voilà. C'est pas grave. Peut-être des représailles pour de multiples coupures de parole avec le sourire d'un faux cul. Et Quoi, bien je non. vois pas de quoi tu parles. Eh Ça, bien tu non. l'as pris dans ton cul. Eh bien non, parce que dans ma tête, Sarah Bernard, c'est Moucha. Moucha en français. Oui, parce que la couverture de mon Lorenzaccio au lycée, c'était Mucha. Et donc, du coup, en fait, j'ai toujours associé Sarah Bernard à Mucha. Et Lorenzaccio, c'était bien. Alors, je me suis dit, voilà, il y a la vie de Sarah Bernard, je ne l'ai jamais lu, j'ai jamais su. Je sais juste qu'elle a fait des affiches par Mucha. Je me suis dit, voilà, tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Merci. Donc, nous sommes en 1871. La France et sa capitale viennent de connaître des mois sombres. Je vous rappelle qu'on vient juste de se faire botter le cul, mais sévèrement à Sedan, que Napoléon III est parti la queue entre les jambes à Londres, et que, en fait, c'est le bordel en France. Du coup, pendant... Non, c'est une période d'opportunité. Pour certains. Pendant cette période, justement, donc, pendant la guerre avec la Prusse, donc, Sarah avait transformé le théâtre de Odéon en ambulance. Elle s'était mue en infirmière pour soigner les blessés. La vie va reprendre une certaine normalité et Sarah donc, va faire ses preuves sur les planches et jouer dans des pièces qui vont démontrer toute l'étendue de son talent. Voilà. Après des années d'apprentissage, elle va devenir une prestigieuse dramaturge, actrice, chanteuse. Victor Hugo va la présenter comme le rôle justement de la reine principale dans Ruy Blas, même si Ruy Blas va avoir un succès au début très confidentiel, voire chaotique, même très décrié pour la plupart. Les deux artistes vont se découvrir des affinités quand même assez fortes, et Sarah Bernard en fait va être un personnage qui va être épris d'une certaine liberté, va aller dans une direction dans laquelle on ne l'attend pas. Elle va avoir une carrière internationale déjà au 19e siècle. Elle va aller jouer aux États-Unis, elle va jouer en Angleterre. États-Unis dans des conditions... Excuse-moi, on parle de carrière internationale, on n'a pas dit où est-ce que tu jouais. Elle a eu une carrière internationale, elle est allée jouer au-delà de l'Atlantique. C'est comme le tournoi international de tambourin des Pays de Mirabeau. Je vais laisser ça en blanc. Donc, du coup, qui est Sarah Bernard? Je veux dire, elle a quand même côtoyé, elle a été la muse de Zola, d'Edmond Rostand, de Proust, de Guitry. Elle a pris position aussi dans l'affaire Dreyfus. Elle a été très féministe, sans aucun doute, avant l'heure. Bon, voilà, ça c'est, on va dire, pour le pitch, pour essayer de te le vendre, tu vois, Tizak. Au niveau du dessin, j'ai trouvé ça élégant. On a un personnage quand même qui, je trouve, a du caractère au niveau du chara-design, quoi. Il en impose. C'est clairement, quand tu vois le personnage de Sarah Bernard, c'est un personnage qui a du caractère, qui est fort. Et justement, on retrouve un petit peu ce caractère. Ses parents, ils étaient forts au chara-design. Excuse-moi, vas-y, poursuis. Putain, mais c'est vraiment pourri, quoi. T'as des petits passages aussi avec les dégradés de couleurs qui sont sympas, justement pour remarquer des fois des passages où elle revient elle fait des flashbacks sur sa jeunesse, tout ça. Alors, au niveau du scénario, je connaissais pas le personnage de Sarah Bernard. Je l'ai vraiment découvert par le bouquin. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des moments, je sais pas s'il y a beaucoup de libertés qui ont été prises par les auteurs, du coup. Mais en lisant le bouquin, moi j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une vérité assez crue. On va montrer la diva dans tous ses bons côtés et ses mauvais côtés. On va la montrer attachante, parfois tu as envie de la claquer, parfois elle est exaspérante, mais on va dire voilà, ils ne sont pas restés sur du politiquement correct. Mais le reproche que je ferais, c'est que dans toutes les scènes du bouquin, c'est que des scènes donc importantes de la vie de Sarah Bernard, mais il n'y a pas de lien. En fait, la dernière fois, on avait fait la chronique, c'était de Marie Curie, où vous me disiez, ouais, mais enfin bon, c'est pas le Titan quand même.
Palpitant, excuse-moi. C'était pas palpitant. Ouais, c'est sûr que Marie Curie a pas eu une vie de ouf. Elle a pas fait 40 fois la couverture de Voici, quoi. Ou du Voici de l'époque. Mais, rappelle-toi, c'était des discussions qu'on a déjà eues. Elle a eu une vie palpitante, Sarah Bernard, mais je trouve que dans la narration, il n'y a pas de lien entre les différentes scènes. Et c'est dommage. Il y a des moments qui sont super intenses, il y a des moments qui sont vraiment très plats. Les moments en fait, où tu la vois jouer, c'est des moments en fait, qui... Et là, je suis d'accord, c'est sans doute très compliqué de représenter les moments forts d'une pièce de théâtre par la bande dessinée et d'avoir quelque chose qui te... Waouh! Ça, tu ne la retêtes pas. Voilà. Donc, entre les bons et les mauvais côtés, je suis quand même très content d'avoir lu le bouquin parce que j'ai découvert une vie qui était hallucinante, clairement, et où c'était un personnage et une femme forte, très en avance sur son temps. Alors, je te raconterai après. C'est le cadeau de fin d'année de mes parents d'élèves. J'ai eu des cartes d'une enseigne. Ouais, sans commentaire. Je crois que le libraire indépendant à ma droite prend très très mal. Bah écoute, il y a des fois, voilà, malheureusement. Non, mais je m'en souviendrai. Tu pourrais acheter autre chose que des BD dans ce genre de magasin. Bon, on va peut-être pas parler de ma vie non plus. C'est celle de Sarah Bernard qui était importante. Donc, je suis très content d'avoir lu le bouquin parce que j'ai vraiment découvert un personnage fort qui a une vie, mais vraiment, je trouve, de ouf. Et clairement, je me serais sans aucun doute jamais fadé la biographie de Sarah Bernard en bouquin. L'autobiographie. Ou l'autobiographie. Enfin, non, mais que ce soit en bouquin ou même s'ils avaient fait peut-être un film, tu vois, j'y serais pas allé. Pour ça, au moins, je trouve que c'est peut-être une bonne entrée sur un personnage qui est, je pense, un peu oublié et qui pour autant est très connu, même si on connaît juste son nom et on sait jamais ce qu'elle a fait. Je vais faire mon tuyau. Tout est dit. Tout est dit, pareil. Je rejoins totalement ta critique. La vache. Je vais juste un petit peu accentuer ce que tu parlais des transitions. Et effectivement, on voit aussi bien ses bons côtés que ses mauvais côtés, mais ça manque d'explication. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on passe d'un truc où elle est sympa à un truc où elle n'est pas sympa, sans avoir le fond. Alors oui, ça aurait été une liberté scénaristique de trouver une explication, ou bien alors... Peut-être que vu qu'elle a fait une autobiographie, elle explique parfois ses comportements qui peuvent être désagréables. Je sais pas. Il y a un côté diva. Tu te dis, c'est la fille, elle a transformé un théâtre en hôpital, elle se donne à fond pour aider les gens. Et puis à côté de ça, elle fait un peu sa diva, elle se balade avec un crocodile en ville. Tu vois, c'est entre les deux. Et à côté de ça, elle a fait une tournée aux États-Unis avec Barnum, donc dans des conditions qui ne devaient pas être non plus super fantastiques. Voilà, elle devait être à côté des licornes. Elle se produisait dans les saloons, quoi. Ouais, elle devait être à côté des licornes et des genres de frics qui traînaient chez Barnum à l'époque. Bref, voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, par contre, voilà, j'ai appris à connaître un personnage dont exactement je ne connaissais que le nom. Je ne connaissais si les dessins de Mucha parce que je l'étais en République tchèque et donc que je les ai vus à Prague, quoi. Voilà, mais ça allait pas plus loin que ça. Et elle a eu une histoire, une vie assez hallucinante, et c'est même à se demander pourquoi ils n'en ont pas encore fait un film pour Hollywood avec des petites scènes tristes où elle pleurerait et où elle aurait, je sais pas moi, une relation lesbienne qui lui vaudrait un Oscar. Zoophile? Je sais pas, ouais, faut toujours trouver ce genre de truc pour les Oscars. Politiquement correct. Non, c'est zoophile. Pour l'instant. Faut attendre encore quelques années. Voilà. Depuis qu'on n'a plus le droit de les mettre dans les cirques, on va peut-être pouvoir leur faire des câlins. Bah oui. Donc c'était Divine Vie de Sarah Bernard de Eddie Simon au scénario et Marie-Avril au dessin chez Futuropolis pour 22 €. Nous poursuivons avec Le Crépuscule des idiots de Jean-Paul Krasinski, un livre de 18 kilos chez Casterman pour le doux prix de 25,95 € car ils ne savent pas arrondir chez Casterman et c'est Isaac qui va nous en parler. Donc, puisque Pierrick n'a fait aucun commentaire sur le nombre de pages du livre, 296. Voilà, d'où les 18 kilos. Non, mais les deux mains, Guillaume. Voilà, ça peut, on va éviter les accidents. Je suis libraire. Ah, pardon. C'est un professionnel, s'il te plaît. Je suis libraire. J'ai fait porter les livres lourds. Ce que je veux dire, c'est que le dos est déjà mort. C'est vrai. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Donc, Jean-Paul Krasinski nous délivre un scénario, un dessin, la couleur. Bref, il a tout fait de A à Z dans ce Crépuscule des idiots, qui est sorti il y a un
petit moment quand même. Je pense que c'est le genre d'acquiescement de Guillaume que l'on va avoir très régulièrement sur les dates de sortie des bouquins chroniques. C'est ça. Disons que je vous parle d'un 31 août, mais c'était pas en 2020. Voilà. Mais c'était Tu pas parles d'un 2019 temps, ou un peu 18 ou moins de 17 20 non ans. plus. Pardon, Bref, nous commençons l'histoire avec deux petits cons de singes, quoi. Deux petits cons. Hein. Deux petits cons, quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font semblant de prier. Ah, mouni, 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 mouni. Tu fais Mouni, vachement mouni, bien. mouni, 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 mouni. Qu'est-ce que tu pries bien? T'as pas Ouais. été en lycée catho, toi? Ouais, Faut que tu chantes collège là-bas. Et là, il y a un vieux singe qui débarque, Fukuto, qui leur met un coup de canne sur la tête en disant que c'est n'importe Le quoi. passé, quoi. ça fait mal. Non, Faut arrêter les conneries. Et voilà. Donc les deux gamins partent en courant retrouver leur mère pour aller se plaindre. La maman va voir le vieux singe en disant ouais, c'est machin, c'est pas normal, vous n'allez pas faire ça, c'est intolérant, faut respecter les croyances, machin, tout ça. Et donc le vieux singe se met à raconter l'histoire. Alors on apprendra un petit peu plus tard que c'est peut-être un petit peu son histoire aussi. Alors jadis, alors qu'il n'était donc qu'un jeune petit enfant, il vivait dans un clan, bravo Pierrick, dominé par un grand singe blanc, Taro, un singe extrêmement violent, un vrai mâle alpha qui dirigeait sa petite troupe d'une main de maître. Et dans ses prérogatives, il avait notamment une source d'eau chaude dont il profitait allègrement avec sa fiancée, Isayo. Et tous les autres singes autour, ils restaient sur le carreau à se gratter le pied. Et donc c'est pied. aussi convoitaient donc ces Ne te deux... laisse pas impressionné par nos rires débiles. Poursuis. On t'expliquera après. Eux aussi convoitaient donc à la fois les sources chaudes et cette magnifique singe Femelle. femelle. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Rien. Ignore-nous. Apprends à naviguer malgré notre indélicatesse. C'est ça. Et donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui essayait soit de draguer, soit de mettre un pied dans l'eau chaude, il se prenait une bonne bastonnade par le grand singe blanc touffu. Et un d'entre eux, Nietzsche, était un petit peu plus malin que les autres, a voulu faire le joli cœur un petit peu plus que les autres. Et du coup, le grand singe Taro l'a dégagé, l'a banni. Et en partant, il rencontre une grande traînée de feu, comme ça. Il va à la rencontre de l'aboutissement de cette traînée de feu, et au point d'impact, il découvre une capsule spatiale. À l'intérieur, il y a un autre singe. Mais bon, il est fringué bizarrement, une espèce de grosse combinaison, là. Il est complètement coincé dans cette camisole. Il aide à sortir, il trouve une super boîte avec une banane qu'il mange, et hop, ça le requinque, ça le remet sur pied, tout ça. Et donc, ce singe qui débarque en capsule... C'est que le pitch. Hein. Il n'a pas encore eu son avis, hein, je suis désolé. Voilà. Mais il y a quand même 300 pages à pitcher aussi. Hein, c'est long. Il écrit petit. Hein. porte un nom. Jesus. Est-ce que ce sera positif ou pas? Nous l'apprendrons dans la suite de l'histoire. Et bien, ce Jesus va prendre de plus en plus de place et va être adulé. Une petite chronique de la religion. Petite. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, ça crée un sacré bordel en fait. C'est comment foutre le bordel dans une organisation sociétale bien établie, La loi du où plus fort. une règle extrêmement simple et ancestrale est en place. T'as des gros biscottos, t'es en place, les autres, vous fermez votre gueule. Et puis quand il y en a un nouveau qui débarque avec des plus gros biscottos, il dégage le précédent, tu fermes ta gueule, et ainsi de suite. Et je trouve que la place de la femme est bien représentée au sein de cette société patriarcale, musclée. Bien évidemment, ce pitch et donc cette histoire est un magnifique terreau pour tout autant critiquer la politique, la religion, les changements de direction des dirigeants, les filoutages des uns et des autres, y compris de la gente féminine. Bref, un moment jouissif. Voilà, moi c'est comme ça que je le qualifierais. Un scénario jouissif. Tout le monde y passe, tout le monde passe à la moulinette.
C'est jamais extrêmement méchant, mais c'est bien posé, bien senti. Le côté petite transcription zoomorphique avec les singes et pas des êtres humains. Oh mon Dieu, on a failli passer à côté. Et voilà, bref, ça marche extrêmement bien. Le dessin, c'est, à mon sens, extrêmement réussi. Les couleurs sont très bien rendues, c'est assez dynamique. Les personnages sont, on va dire, globalement bien identifiés. Alors que ce sont tous des petits singes qui sont tous issus à peu près de la même tribu, mais ils ont tous des petites particularités qui permettent de les reconnaître. Sur les 300 pages de narration, quand même, de temps en temps, on se pomme un tout petit peu dans la chronologie, un tout petit peu. Mais ça va, on s'accroche un peu aux branches, un peu comme les singes, et on s'en sort au final. Dire, hein, c'est la religion, ta gueule, c'est magique, c'est pareil. C'est ça, TGCM, c'est exactement ça. Et voilà, donc à mon sens, un très très bon moment. Assez malin, très malin même je dirais, et à défaut de trouver des solutions, c'est une jolie critique de notre société qui permet de garder un tout petit peu les yeux ouverts. Bien, Thio. Ah ben oui, en fait. Oui, c'est Non, mais on l'a... Ah oui, il n'y a que moi. Il n'y a que toi qui l'as lu. Il n'y a que moi qui l'ai lu. Tu t'es bien fait chier. Hein. Alors en fait, j'ai lu ça en fait pendant les quelques mois où j'avais aussi mes enfants à la maison. Et le Crépuscule des idiots a trouvé un véritable écho avec le côté sociétal de ce moment-là précis, avec les décisions qui étaient prises par des dirigeants de plusieurs pays. Et du coup, je me dis, mais merde, mais ce gars-là, c'est visionnaire, il avait prévu 2019 ou... non, en fait, non, c'était bien avant. Tu vois. 2001. Donc du coup, il avait prévu beaucoup plus tôt que ça, quoi. Donc il y a une faille spatio-temporelle. Peut-être, je sais pas. Mais et finalement, j'ai trouvé que c'était quand même très très saisissant. On est confiné depuis 2019. D'accord. Non, mais dans le sens, c'est du temps ressenti. c'est du temps ressenti. On en revient toujours à ça. C'est pour ça que les sorties de 2016, c'était hier. Quoi. C'était hier. Exactement C'est tout ça. ça. Putain, ma fille a quelques mois là encore. Elle est pas née. On t'a perdu. Cruellement, voilà, mais j'ai trouvé ça d'une vérité et c'est très sympa à lire. Malgré les 18 kilos de bouquins, ça te tombe pas des mains et tu passes. T'as quand pas même... envie d'avoir mal aux pieds surtout. Putain, mais ça veut dire que t'as des biscuits toi aussi alors. Non, moi je lis allongé, Ah. c'est plus pratique. Il dit de deux Justement, doigts. c'est vachement dangereux ça. Non, parce que du coup je le pose sur le lit en fait. Ah. Je défonce mon matelas, mais je le pose sur le lit et je tourne Donc les si pages. tu t'endors, en fait, tu baves sur le bouquin, c'est ça. Ouais. C'est pas le bouquin qui t'étouffe. C'est ça. D'accord. Et, On sent le professionnel, il y a la technique. Oui, oui. donc même pour une vieille découverte, c'est une très très bonne découverte. J'ai vraiment bien kiffé le Crépuscule des idiots. Ah, vu qu'on est que deux. Putain, je me fais monnayer ce soir. Non, oui, franchement, parce que c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très Il chouette. était bon celui-là. Il était très très bon. Pour une fois, un bouquin, un de tes choix de 300 pages qui sont pas mauvais, c'est rare, mais bon, Ça mérite un coup ça de cœur. mérite un coup de cœur. Je me demande si c'est pas Dali qui me l'avait conseillé celui-là. Si, c'est un de ses coups de cœur, sûrement. Donc le T'as Crépuscule beaucoup de- des idiots de Jean-Paul Krasinski chez Casterman pour 25,95 €, soit environ 2 € le kilo. 20 centimes la page, c'est pas cher finalement. Tu vois. Je t'avais dit, c'est plus rentable d'acheter les gros bouquins. Ombran. Une bande dessinée de Bastien Lextrait au scénario et au dessin à la couleur de Julien Hanoto. Julien Hanoto et Bastien Lextrait sont connus pour rien. Car en fait, c'est leur premier album. Non mais regarde, il y a des gens qui sont connus, genre Darmanin, ils Connus préféraient être pour dans la rien position, tu vois. aussi, mais voilà. Bref, quoi qu'il en soit, que nous raconte Ombran, donc cette bande dessinée qui se passe dans un monde post-apo où on voit un conteur qui nous relate l'histoire d'une Ombran, une créature née du crépuscule, une sorte de conte de fées, et qui est condamnée à errer et à assister au déclin de l'humanité. On la voit se balader de lieu en lieu, suivant la lumière, et voir des gens qui sont en guerre, en train de s'entretuer, etc. Et en parallèle, on voit que les gens qui se relaient autour du compteur essayent de remonter à la surface, car ils sont dans un sous-sol, et redécouvrent les restes de l'humanité qui sont dans un état pas fantastique. Ombran, c'est un récit contemplatif, lent,
peu verbeux, qui laisse autant de possible la place à l'image et au ressenti. Il y a un scénario qui est bien écrit, mais qui est un bon scénario de bande dessinée dans le sens où c'est un scénariste qui a écrit du silence. Et ça, on peut le faire en bande dessinée, c'est un peu plus chiant à faire avec d'autres supports en roman. Et ça marche plutôt bien. C'est mis en scène avec des couleurs que, oh putain, ça déchire la rétine, c'est trop bien. En termes d'adjectifs, c'est pas mal ça. Voilà. C'est pas parce que tu le classes, mais. Qui joue sur. Donc, c'est du pur numérique, ça joue sur des méga contrastes qui t'en envoient plein les dents, sur les contrastes de couleurs, etc. Ça reste assez inégal quand même au niveau du trait. On sent peut-être une certaine jeunesse, surtout sur les personnages non fantastiques, les humains, que tu n'arrives pas trop forcément à identifier. Voilà. Par contre, le style ne se tient pas toujours, mais par contre, il y a des très très belles compositions. Les pages sont superbes. On a l'impression, d'avoir presque des illustrations à chaque case, et c'est un beau boulot, quoi, un très bon rendu là-dessus. On est sur un premier album qui, je trouve, pour un premier album, est assez impressionnant en fait. Comme je disais, c'est pas exempt de défaut, hein, mais franchement, ça présage pour moi du meilleur. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mêler habilement donc contemplatif, post-apo, et surtout un triste constat sur notre humanité qui, si on lit cette bande dessinée, qui reste très poétique, est quand même super pas très optimiste et peut nous laisser un petit goût de beauté, mais aussi pas mal de déprime quand on arrive au bout. Donc Ombrane, moi j'ai trouvé ça plutôt cool, mais voilà, c'est un genre en BD qui est assez rare en fin de compte, un type rarement, c'est-à-dire que on a ce passage de cette Ombrane qui se balade à travers le monde et des petites tranches de vie toutes plus glauques, j'ai envie de dire, les unes que les autres. Il y a très peu de joie dans ce qu'elle traverse. Il y a une humanité sur le déclin qui c'est de se souvenir de son passé. Voilà. Vraiment, voilà, j'étais totalement attiré par le dessin. C'est ce qui m'a touché vraiment au départ. Ça vaut le coup. Et l'histoire a quelque chose, mais voilà, il manque peut-être une sorte de... je sais pas en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je lis une BD de ce genre. Et j'arrive pas vraiment à savoir ce qui manquerait pour que ça soit parfait et que ça me tienne. Peut-être que c'est le côté trop pessimiste qui m'a un peu marqué et qui fait que j'arrive pas totalement à être super enthousiaste, alors que j'ai que des qualités à y trouver sur la façon dont c'est fait. Guillaume. C'est pour moi. Ouais, c'est pour toi. Ouais, un peu, je te lance un peu le plat. Pour une fois que tu lis un livre. Je te lance la patate chaude. C'est vrai, mais j'ai pas. Les livres, c'est pas fait que pour les porter, hein. Faut les ranger, hein. Faut aussi les lire. Hein. C'est ce que j'essaie de me rappeler tous les jours. Écoute, moi le souvenir est assez vif assez vif, façon de parler, parce que je l'ai lu il y a pas très longtemps. Et moi, ce qui m'a marqué dans Ombrane, au-delà des qualités graphiques que tu as déjà énumérées, pareil, je suis assez sensible, même si c'est pas parfait, qu'il y a des inégalités, des imperfections et tout ça. C'est un graphisme vraiment prévu pour attirer l'œil, et ça fait très bien le job. Voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est que j'ai lu Ombrane. Déjà, je l'ai lu très très vite parce qu'effectivement, c'est très peu verbeux. C'est important de noter parce que normalement je lis lentement en fait quand même, et après donc c'est clairement pessimiste, c'est pas forcément le genre de BD que j'avais envie de lire à ce moment-là, donc voilà. Et en fait moi ce que je trouve soit dommage soit intéressant, c'est qu'en fait quand tu fermes le bouquin, ça fait 4 jours que je l'ai lu, je me souviens bien d'Ombrane parce qu'elle flash bien au milieu de tout le monde. Mais finalement, le bouquin en lui-même, il laisse pas tant de souvenirs que ça. Tu passes à autre chose. Après, je trouve ça dommage parce que tu dis, bon, quand même, je l'ai lu et puis il me reste pas grand-chose. Et d'un autre côté, justement, toute l'histoire d'Ombrane et tout le récit d'Ombrane tourne autour du fait que les Ombranes, on va essayer de s'en souvenir parce qu'en fait, personne s'en souvient. Et donc... il te pose une BD qui va dans le même sens que... Ils font une BD qui va dans le même sens que leur histoire, et de ce côté, rejoint la forme. Ouais. On raconte une histoire pour essayer de se souvenir, parce qu'en fait, c'est une histoire que tout le monde oublie, et pour cause, c'est pas quelque chose qui te marque.
au fer rouge, et que donc tu peux oublier facilement. Après, voilà, je sais pas dire si waouh j'ai adoré ou si ouais bof. Oui, C'est vraiment. Ouais, pareil, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je suis c'est mitigé, un sentiment assez étrange, donc voilà, j'en parlerai volontiers. On me demandera une BD pour surprendre, je dirais voilà, regardez, c'est très beau, ça surprend. Mais enfin, je saurais pas dire, attends, c'est trop génial, prends-le, c'est de la balle. Je sais pas, mais pourtant, je trouve ça magnifique. J'ai le même, le même ressenti que vous. Il n'y a que des qualités techniques, c'est-à-dire que esthétiquement, c'est une franche réussite. Au niveau de l'idée du scénario avec ce personnage-là et le contrepoint graphique qu'elle apporte systématiquement, c'est une franche réussite. Le voyage à travers les groupes de personnes et les époques, c'est une franche réussite. Maintenant, à mon sens, il manque de la consistance au niveau de l'histoire à raconter. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Voilà. Quand on fait un simple voyage et qu'on croise des paysages, il ne nous arrive pas forcément grand-chose. On voit des paysages, c'est très beau, c'est très sympa, il y a un voyage, ok, très bien. Mais sauf que ça ne fait pas pour autant un intérêt à raconter une histoire. Et là, c'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est que ça manque de teneur au niveau de ce que ça veut raconter, ça manque de consistance. Trop contemplatif, quoi, comme voilà, Pierre, c'est ça. Et c'est vraiment dommage parce que y a une charte graphique et il y a une façon de raconter par le dessin pour éviter d'être verbeux et d'être justement dans ce cheminement où techniquement c'est réussi. Mais voilà, il manque du propos et c'est vraiment, vraiment dommage. Peut-être que la seule chose qui manque, c'est une fin qui te donne envie de te souvenir d'Ombran. C'est ça. Ça fait partie aussi tu l'as légèrement évoqué tout à l'heure, Pied. C'est que le fait que ce soit assez pessimiste tout le long, il y a cette espèce de langueur, de lenteur permanente avec cette espèce d'état dépressif, et où finalement on arrive au bout. Et quel était le message, si ce n'est une espèce de sentiment diffus de tristesse et bon ben voilà, tant pis, c'est comme ça. Un sentiment de solitude et d'isolement. Il y a plein de références. Non mais ça collait super bien, je suis désolé, là c'était... Donc voilà, il y a cette espèce de lassitude même presque de la vie qui s'échappe de tout ça. Pourtant le livre est pas long, hein, c'est assez court, mais c'est vraiment... voilà. Mais je trouve que c'est un choix de la part d'Aquileos qui est quand même, sachant que c'est pas non plus un méga gros éditeur, tu vois, prendre une prise de risque sur cet album-là, c'est une belle prise de risque. Ouais, après, c'est un peu leur marque de fabrique aussi, oui. Quand ils aiment bien justement sortir des sentiers battus. C'est pour ça que moi j'aime bien cette maison d'édition, parce qu'on tombe souvent sur des petites perles. Parce que même si voilà, Ombran ne laisse pas un souvenir impérissable, pour moi ça reste une petite perle, ça vaut le coup d'œil au moins. Et ils sont connus pour ça, ils sont intéressants pour ça, et de temps en temps ils tombent sur une bonne BD bien bankable et ils en profitent pour faire plein d'autres choses à côté. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est un éditeur qui n'a pas oublié son métier. Thio, tu passes après tout ça, après... Il a trouvé ça très joyeux. Joyeux, je pense qu'il faut pas aller jusque-là. Je savais bien qu'il était dépressif. C'est ça. Mais non, elle va bien. Moi, je trouve qu'elle va très bien, en fait. Franchement, par rapport à ma vie, je la trouve vraiment nickel, quoi. Tu l'as lu pendant le confinement aussi? Aussi, ouais. D'accord. Non, je l'ai lu juste après la rentrée, donc là, c'était encore pire. C'était encore pire. Moi, j'ai pas été choqué en fait par votre fin, par le fait que tu oublies des trucs. C'est que moi, je l'ai pris comme un conte, quoi. Tu le lis et puis en fait, c'est il y a quelque chose qui se dégage, quoi. Il faut que tu reviennes dessus, tu vois. Il faut que tu prennes le temps, il faut que ça mature, quoi. Il y a peu de texte, mais justement, je pense que c'est une invitation à réfléchir, à revenir, à essayer de voir autre chose qu'il y a derrière, quoi. Et finalement, s'il n'y a peut-être pas de texte et s'il n'y a peut-être pas une fin qui te fait waouh, bah, c'est juste que c'est un peu j'ai une sorte de petit conte philosophique, tu vois, un truc de développement personnel, un truc un peu feel good, tu vois. Il nous traite de bonnet. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, bah, c'était Ombran chez Aquileos par Bastien L'Extrait et Julien Hanoto, des auteurs à suivre, je pense, pour 17 €. Faut pas les suivre pour 17 €. C'est de la BD qui est à 17 €.
Vaut mieux se taire, en fait, ou dire ça, en fait. Ouais, nous allons parler de Ghost 111. Donc, une bande dessinée de Mark Issersol. Putain, même là, c'est dur, quoi. Et Asersal. Henri Scala et Marion Mousse. Voilà, c'est plus facile quand même comme ça. Hein. Des fois, il faut faire exprès de parler mal l'anglais parce que des fois, vas-y, essaye. Hein Mark Issersol. Comment Un serial killer. Ah, un tueur en série, quoi. Ah. Voilà, c'est chez Glénat et ça coûte 22,50 €. Mais c'est quoi que ça nous parle? Alors, je vais parler en premier lieu en fait des scénaristes. Donc Henri Scala est commissaire de police à la base, et Mark Issersol, il est co-scénariste et Chris Lapette, pardon. Ouais, je sais. Et donc lui, pour le coup, il a plus travaillé la partie mise en scène sur ce bouquin. Marion Mousse est au dessin, à la couleur, et donc on est dans un polar noir, mais vraiment ancré dans le réel. Et je trouve que c'est pour ça que je parle en premier des auteurs, parce que il y a, avec Henri Scala qui est quand même commissaire pendant plus de 20 ans, voilà, il a vécu tout ça, il a apporté une patte ancrée vraiment dans la réalité de ce qui se passe. Alors, au niveau de l'histoire en elle-même, on va suivre un Goran Stankovic, qui est un pauvre immigré qui essaie de se débattre dans sa pauvre petite cité, avec une fille qui doit avoir dans les 8 ans, avec une mère qui est un petit peu en plein désarroi de voir la situation dans laquelle son fils se trouve. Il est séparé d'une femme qui a jamais pris en charge sa fille. Et donc voilà, donc il essaye de se dépatouiller avec tout ça, avec un petit boulot qu'il perd. Voilà, on commence tout de suite l'histoire avec il perd son boulot, et donc il va falloir qu'il se débrouille dans la cité pour subvenir aux besoins de sa famille. Inutile de vous dire que très rapidement, il va verser du côté obscur de la force. Comme c'est cliché. C'est très cliché, c'est très, très vrai. Pas forcément parce qu'il aime ça, mais parce qu'il faut bien vivre à un moment donné. Il a pour principale qualité d'être grand, d'être costaud et surtout de fermer sa gueule. Donc du coup, il se fait assez rapidement repérer pour aller faire des go-fast et donc livrer des colis rapidement. On fait le boulot, on ferme sa bouche et on fait tout ça. Le problème, c'est qu'il va malheureusement pour lui se faire alpaguer, et un certain Alex Lemaître de l'APJ va mettre la main sur lui, va mettre la main également sur les 120 kilos de shit qu'il transporte, et va faire de lui une bonne petite top, un bon indique pour être au courant des petits et des gros coups fumants qui émanent de la cité, et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec un pied chez les méchants malfrats, un pied dans la police. Mais Goran, malgré tout ça, il a oublié d'être con, quoi. Et donc à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente à lui, il en profite et il joue avec les règles du système. Donc le système essaye de l'exploiter, lui essaye aussi d'exploiter le système. Donc voilà pour le pitch général. Je ne vous dis pas comment ça se termine, bien, mal, je pense que vous aurez déjà peut-être une petite idée. Et donc on va suivre la descente aux enfers de ce Goran Stankovic qui se démène dans tout ça. Donc le traitement est assez bien réussi. Notre Goran qui pourrait être apparenté à un Huggy les bons tuyaux, mais sous pression. Tout le monde essaie de le presser. Plusieurs sources de la police essaient de le presser, plusieurs sources de la cité essaient de le presser, de l'utiliser, et il essaye de gérer tout ça et de tirer son épingle du jeu. Et voilà, au niveau du scénario, c'est vraiment bien rendu. Le personnage, on arrive à s'y attacher, même s'il parle peu, même s'il n'en dit ou n'en fait pas beaucoup. On arrive malgré tout à s'attacher à ce garçon qui essaye de tout faire pour préserver sa fille et préserver sa maman de tout ce qui peut se passer dans la cité. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu au niveau du scénario, à mon sens. Je trouve que la patte du réel est bien marquée, on n'en fait ni trop ni trop peu. Au dessin, et j'allais dire surtout à la couleur, je trouve que Marion Mousse, une fois de plus... Voilà, bravo. À noter qu'il est aidé apparemment sur ce passage par Albertine Ralenti, qui est une coloriste
très réputé. Ben, voilà, moi j'ai trouvé le travail sur le choix des couleurs qui sont des couleurs primaires, franches, assez bien réalisé, et un gros travail sur les ombres. Dans les scènes de nuit sont vraiment bien rendues. À l'inverse, les scènes de commissariat sont d'un grisâtre permanent. Et on voit l'espèce de machine grise de l'administration se mettre en place. Voilà. Donc je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Quand même 200 pages. Hein. Voilà, encore une fois, c'est un bouquin que j'ai choisi, monsieur Dame. Vous le savez, c'est au kilo. Pour 22,50 aussi, tu étais sur un pour bon tarif à la 22,50 page. chez Glénat, on est bien, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc un duo inédit. C'était un premier album pour eux. Et je trouve que c'est extrêmement bien foutu. Donc un très bon polar, à mon sens, qui nous fait rentrer dans les coulisses de la PJ. Oui, parce que oui, on suit... c'est un indique, hein, globalement, c'est le sujet principal. Mais surtout une police assez corrompue. En tout cas, un membre de cette police qui va essayer d'abuser de Goran. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on suit en parallèle des flics qui sont pas si corrompus que ça. En tout cas en apparence, qui essayent de... Bah attendez, là il y a un mec qui fait un peu n'importe quoi, on aimerait bien quand même comprendre ce qui se passe. Et il n'est pas clair, hein, l'autre, il fait ses affaires de son côté. Et pour le coup, ouais, c'est du très bon polar. Côté indique, ce qui est assez... c'est pas côté flic. Ça montre un peu le côté cité, mais on reste sur des côtés un petit peu clichés, hein, sur le côté cité, gang d'immigrés, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment cette relation entre policier et indique qui est, je trouve, super bien transcrite. On voit qu'il y a de l'exploitation de choses qui ont dû vraiment arriver à un moment ou à un autre. On n'a pas trop envie de savoir ce qui est vrai ou pas de l'histoire. Et voilà, c'est aussi une exploitation sans doute de petits détails accumulés tout au long d'une carrière pour en faire une histoire qui tient la route et qui nous prend bien aux tripes. Moi, franchement, ça m'a bien plu. Voilà, bon polar. Thio ? Moi, surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le polar, c'est que tu as au départ un gars que tu penses complètement teubé. C'est vrai qu'il fait teubé au début. Qui joue les teubés. Et qui, en fait, à aucun moment, comme tu disais, n'a une discussion vraiment où il s'élève, si tu veux, avec les autres. Tu vois, tu sens que non, c'est toujours le mec, un teubé paumé. Le fataliste qui laisse traîner, quoi. Mais quand tu réalises, en fait, le gars, c'est un super calculateur, quoi. Il arrive à manipuler finalement les flics, l'IGS, les mecs de la cité, les Croates. Tu te dis, mais oui, en fait, c'est un tueur, quoi. Il a réussi à manipuler tout le monde pour essayer, justement, comme tu disais, de sauver sa famille et de se retrouver moins à la rue, quoi. Et waouh! C'est là. Alors, en plus, il n'a pas des ambitions de Scarface, quoi. Hein, non, mais juste. Mais le pire, c'est qu'il aurait les capacités peut-être pour l'être, quoi. Et le pire, c'est que moi, quand j'ai vu le bouquin au départ, quand tu me l'as passé, si tu veux, j'ai pas vu en fait le plan derrière. Au départ, je voyais un gars en fait qui s'enfuit d'une forêt. Tu vois. Ah oui. Et quand j'ai ouvert le bouquin. Ouais, écoutez, je suis désolé, voilà, j'ai regardé très rapidement et en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais en tête. C'est vrai que la cité en arrière-plan, ouais, non. Je voyais des arbres, en fait. Je voyais des arbres dressés, une voiture qui était là et des phares qui voilà. Enfin bon. Je crois que j'ai eu la même impression. La couve est ratée, quoi. Non, elle est bien en plus. Mais non, elle est très bien. Mais... Et le titre aussi est une vraie trouvaille qui, je suppose, émane de fonctionnement réel au sein de la police. De ce cas-là, ouais. Voilà. Donc, ça, pareil, j'en parle pas. Je veux pas après, voilà, j'ai vraiment... j'ai voulu l'acheter, mais tu l'as fait avant moi, finalement, parce que moi, j'étais passé à la BDRI avant, mais j'avais acheté d'autres bouquins. Tu te rattrapes, ça. Ça va, on l'a vu le Cultura tout à l'heure. Des bouquins chez Cultura. Il y a des bouquins chez Cultura. Cultura devait être fermé ce jour-là. Ouais, c'est ça. Cultura était fermé. Il a fait un détour par le ouvert 7 sur 7. Ouais, c'est ce que je te dis. Et donc, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir acheté. Parce que je trouve c'est vraiment un très très bon polar. Très très bon polar. Donc, Ghost 111, chez Glénat.
Par Henri Scala, Marcus Hirsol, Marion Mousse pour 22,50 €. Nous partons maintenant en classe verte, car nous sommes entourés de 2 professionnels. Dans Green Class, les tomes 1 et 2 par Jérôme Hamon et Taco David, ou David Taco, je ne saurais dire dans quel sens ça se lit. Oui, c'est David Taco. David Taco. Et c'est chez les Lombards, et ça coûte 12,45 €. Et ça parle de quoi, Green Class? 12,45 €. Rigolo. Chers voyageurs de la SNCF, le train au départ de la Voie des Bulles pour un énième voyage vers la pandémie. L'apocalypse, zombie ou pas, va partir. Avez-vous envie de monter à bord? Bah oui, parce que franchement, après Walking Dead, après Gung-Ho, après Kids, Green Class. La pandémie nous colle un peu au doigt, un petit peu comme un masque en fin de journée. Le thème est super en vogue. Walking Cat. Oui, ils l'ont fait en manga. Ok. 3 tomes, juste 3 tomes. Donc voilà, donc le thème est en vogue. Je pense clairement, tout le monde a un avis dessus, même les ministres, mais la vie est changeante en fonction du vent. Donc il va quand même falloir que le bouquin, pour réussir, amène quelque chose de neuf. Hein, parce que sinon, c'est juste... ça manque d'originalité, quoi. Donc il faut faire quelque chose de plus. On se positionne dans les écoles Alors du coup, déjà, voilà, tu es dans un truc de classe verte. Hein. C'est une classe verte, t'es parti en Louisiane. C'est quand même plus classe, la Green Class. Green Class, ouais. La Parce que c'est des Canadiens. C'est des Canadiens, c'est pour ça. Ah, c'est la Green Class. Alors, Et là, tu manques de charme, quand même. là, tu... Ça dépend. Il y en a pour qui ça marche. Hein, Donc, au niveau du dessin, c'est la première... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit du coup, c'est quoi ça part. Je vous refais le pitch, excusez-moi. Voyage scolaire dans les marais de Louisiane. Un groupe de jeunes Canadiens. Pas et Tabernacle. Tabernacle de tabernacle. Donc, vivent en foyer et hostie. se retrouvent... Putain, vous faites tous les clichés quand même. Se retrouvent donc en plein... Oh là, elle est cachée. Se retrouvent... Comme les steaks. Pardon. Un de nos hébergeurs nous abandonne. Excusez-moi, se retrouvent en plein cauchemar pendant leur excursion, donc loin de la civilisation. Eh bien, un virus est apparu, un virus agressif, et que quand ils arrivent en fait dans la ville, tout est bouclé et ils ont quelques heures pour quitter la zone avant qu'elle soit sous quarantaine totale, avec des murs de 50 mètres de haut. 50 mètres, je sais pas. 50 mètres. Je sais pas si tu te rappelles la hauteur des murs d'une certaine cité. Qui était finalement de la crocrotte, hein, de 2 mètres de mur de muraille. Je suis bien d'accord. J'avais été très fort en mauvaise foi ce jour-là. De jeu de rôle. Mais j'étais le MJ, beaucoup de mauvaise foi de ma part. Ils vont en revenir là-dessus. Ils vont revenir en fait. Ils vont décider de ne pas partir parce qu'un de leurs potes a été contaminé. Bon, ok. Là, à ce niveau-là, pour l'instant, on n'est pas original. Non. Bon, alors après, on va parler du dessin. Le dessin, David Taco, c'est sa première bande dessinée. Je trouve que pour un premier coup, il y a quand même... Excuse-moi. Pour un premier coup, il y a quand même... c'est pas mal du tout, quoi. Même si je trouve que c'est un trait qui est un petit peu un trait de comics, mais... Non, mais il vient du design oui, voilà. Un truc comme ça, le mec, parce que là, il a un niveau quand même où... C'est peut-être sa première BD, mais c'est loin d'être ses premiers dessins. Hein. C'est sûr. Après, je trouve qu'il y a une petite faiblesse des fois quand même sur le fond de l'image. Il y a beaucoup de dynamisme devant avec les personnages. Et souvent, en fait, le décor est quand même très absent. C'est souvent des couleurs. C'est très comics, on est d'accord. Mais voilà, donc en tout cas, la couleur, les effets sont très sympas. Et ça met une bonne ambiance, je trouve, à Green Class. Et puis en plus, les gens qui sont atteints par la pandémie ressemblent pas du tout à ceux de The Last of Us, par exemple. Ça n'a rien à voir. Au niveau de l'originalité. Hein. Donc, oui, sur ce coup-là, on n'est pas original non plus, mais bon, on va pas là-dessus, quoi. C'était pas pour être méchant, c'était juste un coup gratuit. Alors, après, pour le scénario, on a quoi? On a en fait des personnages quand même qui sont très archétypaux. On est sur une bande d'ados, t'as la belle, t'as le gentil, t'as les bad boys, enfin t'as le bad boy, t'as les frères qui sont à la vie et à la mort que je te lâcherai jamais parce que en fait on est en foyer d'accueil et que si tu disparais, ben moi aussi je me jette sous le train. Bon, c'est cliché, ok, c'est cliché, je suis d'accord. La pandémie, le petit scénario classique, pandémie, isolement, survie, on en chie. Ok, là aussi, ça va partir en quenelle, mais à la fin du premier tome, il y a des petits rebondissements qui font qu'il y a quelque chose en plus, qui font que du coup, tu as envie d'aller un peu plus loin sur le tome 2.
Alors, bon, bah, tu vas voir l'évolution des personnages dans le tome 2, tu vas avoir un petit bond en avant dans le temps, tu vas commencer à avoir un petit cliffhanger qui fait que bah, ça nourrit bien l'intrigue. Il y a quelque chose qui se fait, quoi. Après, sur la présentation du bouquin, il y a un petit côté un peu granuleux, rugueux. Comme Ouais, tu vois, si, il y a une texture sur le livre. sur le livre, quoi, qui fait que comme si c'était couvert de poussière ou crade, quoi. Un petit peu comme si ça avait traîné dans le marais, tu vois. Moi, je trouve l'idée Ouais, sympa. non, le livre est bien foutu. C'est un Bah, beau- en somme, voilà, c'est pas très original au début, mais le dessin est, je trouve, de très bonne facture. C'est très punchy. Les couves sont, je trouve, géniales. Elles sont splendides. Le tome 1 et la fin du tome 1 met un petit effet de neuf. Le tome 2 poursuit dans l'idée. Je trouve que c'est une affaire à suivre, quoi. Voilà, mon avis à moi. Tu sais en combien de tomes c'est prévu? Pas du tout. Et D'accord. en même temps, j'ai même pas cherché. Ok, c'est une bonne réponse. De mec qui a préparé sa chronique. Ton Guillaume. avis, Guillaume? Ben, voilà, comme tu l'as dit, il y en a plein. J'avoue que ça a tendance à me lasser un peu. En plus, Green Class et Kid Z sont sortis plus ou moins en même temps, à quelques mois près. Oui. Je sais pas, j'ai eu du mal à adhérer à Kid Z tout de suite, par exemple. Et pourtant, je trouve ça sympa et assez dynamique. Green Class, c'est pareil. Je sais pas, je suis assez mitigé en fait. J'ai pas. Il y a un petit, comme tu dis, il y a un petit frémissement à la fin du tome 1 où on a envie de lire le tome 2, mais finalement, le tome 2, tu fais bon. Ouais, pourquoi pas. Je suis curieux de voir la suite, mais je suis pas franchement super à fond sur Green Class. Quand ils arriveront, je le mettrai sur la pile. Il y en aura sûrement d'autres que je lirai avant, mais celui-là, je le lirai quand même. Je pense pas qu'il descendra jusqu'aux oubliettes, parce que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire de leur scénario, voir s'ils vont arriver à faire autre chose que ce qu'on a déjà lu 200 fois. Voilà. Oui, je rejoins pas mal l'avis de Guillaume. C'est très bien fait, mais c'est déjà fait. C'est parfois même mieux fait que des choses qui avaient été faites avant, hein, mais ça reste déjà fait. Et c'est un peu dommage. Ça souffre énormément en fait de ce qui préexiste. Je dirais de ce qui préexiste sur un laps de temps court finalement. Oui, C'est pas parce qu'il y a des trucs qui ont déjà été faits il y a 30 ans, c'est parce que là c'est très à la mode en ce moment et que tu t'en manges un peu à il y toutes a les une sauces. trouvaille sur le côté un peu nature du virus. Je disais que ça faisait penser un peu à The Last of Us dans le délire. C'est des champignons dans The Last of Us, Ouais. je crois. Bon, là, ils se transforment en une sorte de plante, d'homme-plante. Et puis, leur pote, lui, a eu une sorte de vaccin expérimental qui fait qu'il évolue un peu différemment, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça va être différent. Les monstres ont l'air plus organisés qu'il n'y paraît, donc il y a un petit truc qui est intéressant là-dessus. Mais est-ce qu'il va y avoir la petite révélation où tu vas faire waouh, j'avais jamais lu ça avant, j'ai peur que ce soit quand même vachement difficile. À moins que le scénar soit venu de cette idée de truc qui change tout, mais qui puisse pas le révéler avant la fin, et ça fait un cheminement un peu long pour arriver sur une belle conclusion dans ce cas-là. On le saura que plus tard. Green Class numéro 1 et 2, on attend la suite, on en parlera sans doute, de Jérôme Hamon et David Taco, c'est chez Le Lombard pour 12,45 €. Je vais vous parler du dernier Atlas. Ah, Les pavés. Les pavés. Les pavés, Alors, de Dictator, quand même. C'est mes pavés. alors, Mais en fait, c'est des pavés parce que c'est un peu des intégrales, je pense, dans l'idée. Mais on y reviendra. Ça n'a pas été édité. Enfin, il y a eu Voilà. l'histoire des magazines sur le premier tome, mais en vrai, le format est arrivé directement comme Oui, ça en oui. BD. Mais on verra après. Je vais y revenir justement. C'est Attention, il y a du... Il y a peut-être de la fake news de la part du Dictator, quand même. C'est du Qui Gwen dit de conneries. Bonneval au scénario, Fabien Vellman, Hervé Tancrel au dessin, Laurence Croix à la couleur et Fred Blanchard au design. Une sacrée jolie équipe. Pour vous donner une petite idée, comment dire, Gwen de Bonneval, il est connu pour Messire Guillaume, Dernier jour d'un immortel, dans les choses qu'on avait bien aimées. Fabien Vellman, Seul, Spirou, Paco les Marouges, Jolies Ténèbres, que des petites choses de bonne qualité quand même, globalement. Hervé Tancrel, on l'avait lu dans Les Faux Visages, qu'on avait bien aimé, qui était pas mal. Il a aussi fait des trucs, alors là qu'on n'a pas lu, c'est Groenland Vertigo et Le Lac de l'Alchimiste.
Et alors, après, Laurence Croix, c'est une coloriste qui a pas mal travaillé avec Bruno, donc qui travaille très bien sur des styles très marqués au niveau du noir et blanc. Et puis on a le design de Fred Blanchard. Alors Fred Blanchard, c'est quand même le co-dessinateur avec Vatine sur les Star Wars, l'héritier de l'Empire. Les trucs qui sont plus... dans la saga, ils n'existent plus, ceux-là. C'était les suites qui étaient sorties il y a longtemps. Puis c'est un designer sur plein de trucs, chez Série B, chez Delcourt et chez d'autres collections. Mais de quoi que ça parle Alors, Dernier Atlas, c'est un peu un récit choral monumental, j'ai envie de dire. Difficile à résumer parce qu'il y a des tonnes d'intrigues qui s'entremêlent dans tous les sens. Je vais essayer de faire le point sur la situation de départ, histoire de vous pitcher comment ça démarre. On est dans une France alternative où la guerre d'Algérie a eu lieu avec 15 ans de décalage. Ça a pas mal changé à ce niveau-là. Il y a des géants de fer qui sont nommés les Atlas, qui étaient utilisés dans le bâtiment dans les années 70, mais qui ont été démantelés suite à un incident nucléaire qu'il y a eu. Et donc, ils ont pas mal aidé justement à construire en Algérie notamment, ce qui fait que la guerre a été décalée. Et on va suivre Ismaël, un lieutenant de gang, qui doit fournir au big boss du coin, qui se fait appeler Dieu le Père, une pile nucléaire, et qui doit pour cela voler le dernier Atlas, qui n'a pas été détruit et qui se trouve en Inde, posé en vrac dans un coin. En parallèle, on va suivre Françoise Alfort, qui est une reporter à la retraite, qui était une spécialiste des Atlas, il y a des années, quoi, et qui est confrontée à l'apparition d'un phénomène inexpliqué, de grande ampleur, dans le désert du Sahara, tellement bizarre et inexpliqué qu'on se demande si ce ne serait pas un truc extraterrestre. Tu mélanges tout ça et tu te retrouves dans une histoire très enquête, thriller. Il y a un côté très terre-à-terre. Là, je vous ai parlé quand même de robots géants et de phénomènes surnaturels, mais globalement, on reste beaucoup au niveau de l'humain, sur de l'enquête, sur du rebondissement, et surtout une construction scénaristique feuilletonnante très forte. Chaque gros album contient 9 chapitres, et chaque chapitre est vraiment construit comme un épisode de série, et tu arrives à la fin et tadam, cliffhanger. Il n'y a pas le tanin dans la série, dans l'album. Mais parce qu'il n'y a pas la musique. Quand tu arrives, il n'y a pas la musique. Je te le dis tout de suite. Ils sont les piles. On voit T'as que... pas les livres avec... tu sais, tu appuies comme ça avec ton doigt, ça Ah fait la oui, ça musique. pourrait le faire, ce serait cool. Non, mais ils disaient ils n'ont pas voulu mettre les piles. C'est con. On voit que ça a été construit vraiment pour être feuilletonnant et diffusé comme il l'avait fait à un moment au début. Alors, ça avait été sorti en petit livret, c'est ça? Oui, 10 livrets, si tu pouvais les avoir, mais il fallait aller t'inscrire. C'était le bordel. Ouais, c'était Et galère à tu choper. allais sur le site de Dupuis, tu t'inscrivais et tu disais chez quel libraire tu voulais les recevoir. Et les libraires ils recevaient des enveloppes avec des noms dessus, c'est qu'est-ce que c'est? Voilà. C'était très fun. Le truc bien bizarre. joué. Ouais. Alors qu'il me semble qu'à la base, c'était un projet qu'ils avaient fait pour la revue en ligne qui s'appelait Professeur Cyclope. D'où le côté feuilletonnant. Mais comme Professeur Cyclope est mort en cours de route, ils ont dû trouver un autre moyen d'édition. Et ils ont dû essayer de trouver avec Dupuis un compromis pour garder ce côté feuilletonnant qui, effectivement, quand tu le lis, c'est vraiment construit pour... ils te font avancer l'intrigue de tous les personnages un petit peu à gauche à droite et ils te font un petit final qui te fait « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer après ?» Au dessin, ils ont mis Hervé Tancrel qui là nous sort un dessin de tronches. Les personnages ils sont tous des tronches, mais des tronches crédibles. On est dans un dessin réaliste, mais c'est des tronches, quoi, des mecs qui sont tous marquants. Les personnages sont tous facilement identifiables, alors qu'il y en a des tonnes. Mais vraiment beaucoup. Et tu peux vraiment facilement reconnaître les personnages, ne jamais les mélanger. Le gars, il a un style graphique qui fait que malgré ce mélange entre le côté un petit peu caricatural et le côté réaliste, qui malgré le nom de personnage, tu vas pas être obligé de faire comme du manga où tu vas changer les couleurs de cheveux pour les différencier. Non, là, ils ont des tronches qui fait que tu sais tout de suite qui est qui. Tout ça, c'est habillé par une narration hyper classique, avec du gaufrier assez simple. Alors, de temps en temps, ils font des grandes pages pour montrer les atlas, parce que forcément, on se fait une belle pleine page sur l'atlas, ou les phénomènes impressionnants, etc. Et tout ça, ça amène une lecture assez étonnante, parce qu'on a l'impression de binge-watcher une BD. Tu sais, c'est un peu comme quand tu commences à te regarder ta série que t'aimes bien, et que t'arrives à la fin d'un épisode, et tu dis « Oh, allez, un petit dernier pour la route ». Et là, c'est pareil, tu finis un chapitre, c'est tellement construit en chapitre que tu te dis, je pourrais m'arrêter, faire une pause, un petit dernier pour la route. Et puis, tu arrives à la fin du dernier chapitre du tome 1, et tu te dis, un petit, et puis merde, j'ai pas le tome 2. Et puis, tu arrives à la fin du tome 2,
où ils ont récupéré l'Atlas, mais je vais pas aller trop spoiler, mais juste pour dire, ils ont récupéré l'Atlas dans des conditions en faisant venir des vieux. Enfin, on arrive dans les vieux fourneaux presque à ce niveau-là. C'est super bien écrit. Des personnages qui ont tous une histoire complexe. Ils s'entendent pas. Il y a des conflits, des complots, des tentatives de prise de pouvoir, des traîtrises, de manipulation, des rebondissements, des personnages cachés, avec des cagoules. Voilà, c'est un truc que j'avais pas ressenti depuis longtemps en BD, d'être pris dedans et d'enchaîner les pages, quoi, vraiment violemment. Moi, je trouvais que ça avait l'intelligence d'une uchronie légère. C'est-à-dire qu'on est dans l'Uchronie, mais ils ont vraiment juste mis un petit changement qui est léger dans l'histoire mondiale. C'est une SF qui est modérée, mais qui est très réaliste, très crédible. Les réactions humaines et internationales, parce qu'ils vont jusqu'à l'international par rapport à ce qui se passe dans le désert du Sahara. Et des événements où tu dis waouh, où ils vont. Il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas avec le phénomène surnaturel, mais tu sais pas où ça va aller. Je sais pas, je m'attends à un combat de Keiju à la fin, tu vois, parce que ce serait un truc dans le genre qui pourrait fonctionner. C'est un récit choral en plus qui est extrêmement bien mené avec ses tonnes de personnages dans tous les sens, ce qui fait qu'à la fin tu ne poses qu'une seule question. Il sort quand le 3e et dernier tome, de 10. Toi, tu sais que c'est en 3 tomes. 18 novembre. C'est annoncé. Ouais, c'est annoncé. Il y a écrit, c'est annoncé. Bref, moi, c'est une série, je suis resté sur le cul, j'adore. Et donc, le tome 3, il sort quand ? Ouais, c'est ça. Tiens, Guillaume, alors. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Allez, on va demander à... J'ai pas de date précise. Ah non, j'allais te demander ton avis, pas la date précise de sortie. Ah, mon avis. Tu l'as lu. Oui, je les ai lus tous les deux. Alors bon, je reviens sur la tentative, même si un peu chaotique au début de Dupuis et donc de l'équipe d'auteurs, de faire paraître ça en petits fascicules et tout. C'est bon, on a un peu galéré au début parce qu'on n'a pas tout compris tout de suite, mais franchement, je trouve, je souligne quand même que pour moi c'était une bonne idée, c'était sympa de faire ça. Ça a peut-être pas autant marché que ce qu'ils espéraient. Enfin, je sais pas les autres libraires, mais par exemple, moi j'ai juste eu une dizaine de personnes qui ont participé à ça. Fallait suivre sur internet qui est ça, quoi. Ouais, non, je pense que c'est resté un peu trop underground, mais après bon, j'imagine que ça aurait été un petit peu trop coûteux si ça avait été au-delà. Je trouve l'idée vachement sympa. C'est juste que la première fois que tu reçois les enveloppes, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ils ont conservé le format pour la vente aux US. Voilà, ouais, sûrement. Oui, en tout cas, l'idée était chouette et sympa. Ce côté feuilletonnant, comme tu dis, est très prenant. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est que je suis parti à le lire avec un mauvais a priori. Enfin, avec une mauvaise idée de départ, parce que donc toute l'équipe à la librairie l'a lu, par Nao. D'ailleurs, je vais pouvoir bien la galéger après. Enfin bon, bref. Et du coup, je m'attendais à un truc absolument génial, trop démentiel, trop. Et en fait, tu tombes dans tu ouvres le bouquin, tu lis l'histoire, et en fait, c'est juste des moments de vie, des mecs qui se tirent dans les pattes, qui essayent d'avancer, avec un truc complètement improbable qui se passe. Au début, on m'avait parlé de SF, de gros robots, de machin, et en fait, tu tombes juste dans une uchronie légère. Donc j'étais un peu déstabilisé au début parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais malgré tout ça, malgré le côté t'as encore un truc qu'on m'a survendu, en fait, à la moitié du premier gros bouquin, tu dis ah ouais, quand même, on l'avait survendu, mais c'est quand même déjà la moitié. Peut-être que si je continue aussi, ça serait sympa. Ah merde, le bus est arrivé. Donc non, franchement, prenant, bien. C'est surprenant, mais ouais, c'est tellement différent que ce à quoi je m'attendais. C'est pareil, les grands atlas, des grands robots, tu dis, putain, ça va tabasser les gardes dans tous les sens. Non, ils se sont plus tirés dans les pattes à savoir qui allait prendre les commandes. Surtout que tu vois comment ça se manipule un atlas, tu te dis oui avant parce que c'est réaliste, ils ont fait le robot géant réaliste au niveau de des manœuvres. C'est vraiment pas fait pour se battre à la base, mais c'est pas du tout. Mais voilà, et puis avec quelque chose qui m'est cher dans les bouquins, c'est des personnages bien travaillés, bien campés, que tu apprends à apprécier, même Dieu le Père qui est un fiefé connard complètement taré. Il est complètement déjanté ce mec, sérieux. Je pense que c'est une parodie de scénariste, d'un scénariste au niveau du dessin. Tu vois, je sais pas si tu vois lequel, Largo Winch.
Ah merde. Van Damme. Van Damme. Je pense que c'est une parodie de Van Damme. Je sais pas pourquoi. Je l'ai Peut-être. vu, j'ai pensé à Van Damme. Je sais pas si c'est moi qui me fais une image tordue de. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'aime bien, les personnages sont bien campés. Et les gros salauds pourris qu'il faut détester, tu les détestes bien comme il faut. Les mecs que tu sais pas trop à quoi t'en tenir, ils te laissent perplexe comme il faut. Franchement, voilà. Bon, belle réussite, quoi. Bah écoute, je vais pas pouvoir rajouter grand chose de plus. Vous avez été quand même, je trouve, très très complet et vous avez dit à peu près une petite partie quand même de ce que je pensais. Donc ouais, j'ai passé un très bon moment. Le premier, j'ai mis un peu de temps à me lancer dedans. Et quand en fait notre cher dictateur nous a dit qu'il fallait absolument que je le lise pour l'émission, bah, je les ai enquillés les deux d'un coup. Alors que le premier, ça faisait déjà quelques mois qu'il était, semaines qu'il était chez moi. Je montre les photos de Jean Van Damme. C'est pas faux. Après, Bah, un scénariste appelait un personnage Dieu le Père et en mettant la caricature de Van Damme, je trouve que c'est un hommage rigolo et sympathique. Mais Après, il faut savoir s'il a du second degré. voilà. Ouais, donc, non, voilà, j'attends la suite. Moi, j'ai adoré. Je mettrai un coup de cœur. Je sais pas s'il faut attendre le troisième. Non, tu vois, on attend la fin, je te rappelle. T'as pas voulu faire pour une série comme ça. Non, mais c'est rare que non, mais c'est rare. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare, moi, que je sois pris avant, tu vois, à ce point-là, sans me dire, ouais, bon, voir la fin, peut-être que là, ils m'ont rattrapé. Voilà. Le dernier Atlas de Gwen de Bonneval, Fabien Vellman, Hervé Tancrel, Laurence Croix et Fred Blanchard chez Dupuis pour 24,95 € le tome. Il y en a 2, ce qui vous fait une série à beaucoup, 75 € si vous voulez la série complète. Ce qui n'est pas si cher que ça, si tu y réfléchis. Non, pas tant que ça. À la page, ça va encore. Et ben, on va pouvoir passer sur Vous m'en mettrez 2 douzaines. S'il vous plaît. un œil sur. Attention les oreilles, un œil sur. Express. Vraiment. Ouais, voilà, je vais me répéter. Eh bien, un œil sur l'injustice. Voilà. Un petit sujet social aujourd'hui, Thio. Voilà. Parce que tu es enseignant et tu sais ce que c'est que l'injustice. Nous t'écoutons. J'ai combien 2 heures? T'es sérieux, il t'a fait une transition de merde là. Ouais, c'est une transition de merde. Non, mais parce qu'en fait, surtout, c'est je voulais parler en fait de injustice de chez DC. Alors, Urban Comics, à la fin du confinement, c'est pas Urban, si c'est Urban, pardon. Oui. Urban a fait une petite opération en mettant des bons bouquins de son catalogue à 4 voire très bon. Voire très bon à 4,90 €. À préciser, récit complet. Récit complet. Alors, Injustice, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce récit est complet, mais à suivre. Oui, mais l'année 1 est complète. L'année 1 est complète, tout à fait. Et bah, j'étais passé à côté, parce qu'après l'univers d'ici, c'est pas l'univers qu'on suit le plus, mis à part Elpier qui nous dit, lui, du Batman... J'ai arrêté. Oui, mais il n'y a que Batman, finalement, que tu suivais. Oui. Voilà. DC, c'était pas vraiment le truc. Il y a d'autres personnages chez DC ? Oui, bah, il y a donc Superman. Ils ressemblent tous à ceux de Marvel. Ou ceux de Marvel ressemblent à ceux de DC. Ils ont d'autres personnages. Ouais, c'est un peu pareil, mais bon, pas tout à fait, tu vois, c'est différent. Les mêmes moins bien. Ils l'ont un peu oublié. Bon, et donc pour vous faire le petit pitch de Injustice, c'est que Superman est in love, total. In love de Lois, tout va bien, ils sont beaux, et il entend un petit cœur battre dans le ventre de Lois. Et là, c'est beau. C'est beau. Mais pourquoi, je sais pas, il est parti passer un week-end à Gotham pour voir son pote Batman, tu vois. Sauf que avoir 2-3 bas de bière. Voilà, tu vois, tranquillou, allez. Avec des bas de glaçons ou... Voilà, avec des bas de glaçons dans la Batcave. Ah, du bas de picon alors. Et ben forcément, le grand méchant de de Gotham a décidé de jouer un vilain tour à Superman. Et un tellement vilain tour que Superman va se retrouver à livrer combat face à ses propres hallucinations. Et il va tuer Lois Lane. Je fais pas de spoil, on est vraiment sur le début d'Injustice. Et on est à la page 183, là. On est à la page 2 ou 4, grosso modo. Et donc, Superman va à peu près vriller de manière totale. Parce qu'il se dit que c'est la faute de Batman, en fait. Si Batou, il avait fait son taf depuis X temps. Non. Je compte les pages. on est dans les 50 premières pages, grand maximum. Ah, on est passé de 4 à 50 quand même. Il avait dit 5. Ouais, dans les 15 premières pages. Allez, voilà. Et donc, si Batou avait fait son taf,
le Joker n'aurait pas pu faire ça depuis aussi longtemps. Donc Superman va décider que désormais c'est fini. Maintenant, les humains sont gentils, mais ils sont pas capables de se gérer, donc lui il va gérer. Avec la partie de la Ligue de la Justice la Ligue des Justiciers qui va le suivre, il va décider en fait de régenter le monde, de stopper les guerres, de défoncer les dirigeants qui ne s'occupent pas bien de leur pays. Une sorte de super police, quoi. Mais bien entendu, il y en a un qui va dire non, c'est Batman, parce que pour lui, c'est pas possible. Pour lui, c'est Wood, that's the son of the police. Lui, il dit que voilà, de toute façon, ça va toujours partir en quenotte si quelqu'un dirige le monde. Il faut laisser les humains faire leurs choix, même si c'est pas toujours les bons. Et surtout, lui fait des choix, Batman, un choix qui est important, c'est celui de ne jamais tuer. Et c'est un choix important. Donc j'ai découvert Injustice et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre Injustice et Civil War de chez Marvel au niveau de cette espèce de chaos qui va régner, on va dire, parmi les super-héros. Parce que forcément, ils vont devoir prendre parti soit pour l'un, soit pour l'autre. Tu avais la team Stark et la team Captain. Là, tu as la team Superman et tu as la team Batman. Et il y a je trouve des échanges de dialogue qui sont quand même, des scènes qui sont quand même super intéressantes. Parce que tu vois quand même des faits de société qui sont traités à l'intérieur, qui sont quand même... C'est du lourd, je trouve. Sur certaines phrases de Wonder Woman, tu dis oui, en fait, on parle pas que juste de super-héros, quoi. On est sur d'autres choses. Et je me suis vraiment régalé. Je l'avais acheté... Alors, je vais être tout à fait honnête, je ne l'ai pas acheté parce que je savais ce que c'était Injustice. C'est que j'avais 2-3 bouquins dans la série qui avaient fait Urban que je voulais. C'était Red Son et White Knight que je voulais. Et celui-là, en fait, je vais être honnête, j'ai fait comme toi. Tisa, 4,90, j'ai pris le plus épais, je me suis dit, au moins j'en aurai pour mon argent. Et non, mais les gens vont vraiment finir par croire que je choisis mes bouquins au poids. Mais je suis désolé, mais c'est ce qu'on va finir par croire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Faudrait qu'on fasse une photo de ta pile du jour. Je lis ça à l'école dans les 15 minutes que me laissent mes élèves quand on fait une sorte de petite animation qui s'appelle le chute jolie. Et oui, tout le monde sautait. Tout le monde sautait et tout le monde lit un bouquin. Ta gueule, bouquin. c'est magique, tu vois, il y a du silence, tu lis. Ben moi j'ai lu ça et je me suis absolument régalé, tellement régalé que là aujourd'hui, à la BDRI, à Aix-en-Provence, à la rue des Cordeliers, j'ai acheté l'année 2. Maintenant j'ai une petite question, on est sur un œil sûr, on est censé pas faire de la chronique BD, tu viens de me faire une chronique BD là, il y a une raison particulière Eh ben parce qu'en fait, c'est pas ma cam au départ, je te rappelle que les comics chez moi, il doit y en avoir royalement, donc Red Son, White Knight et peut-être 2-3 autres trucs qui doivent traîner. Et en fait, je me suis vraiment régalé. Et ça faisait longtemps que sur du comics. Après, on en lit beaucoup moins, où je me suis pas autant régalé, quoi. Alors, je vais t'aider un petit peu pour revenir sur Un œil sûr. En fait, à la base, c'est un jeu vidéo qui a été adapté en bande dessinée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les adaptations des jeux vidéo vers les comics ou les bandes dessinées, c'est très approximatif, voire carrément Burk. Et pas celui-là. Merci Guillaume, parce que c'était ce que j'essayais de délicatement lui amener. Donc à la base, c'est dans la collection Indie Games de chez Urban. Donc ils ont adapté tous les jeux vidéo. D'ailleurs, il y en a eu 2 ou voire 3 au total. Je n'ai pas bien suivi. Par l'équipe qu'on fait Mortal Kombat. Et autant dire que dans les jeux vidéo, quand Batman et Superman se battent. Le scénario est très intéressant. Pour revenir à ce que tu disais, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que Superman qui vrille, ça m'intéresse parce que le côté boy scout de Superman, moi, il y a longtemps. Et ce que je trouve rigolo, c'est qu'effectivement, c'est Batman qui se retrouve dans la situation du garde-fou, là où en général c'est Superman qui rappelle Batman à l'ordre, souvent. Et puis l'adaptation est vraiment, vraiment très très bien. Le scénario du jeu en lui-même est déjà très bien, et l'adaptation est vraiment sympa. Si tu veux, on pourra jouer à la maison. Après, ils ont fait 10 années, si je me souviens bien. Non. Enfin, j'ai perdu les comptes. Il y a 5 années, il y a 10 bouquins. Ils ont lancé Injustice 2 aussi, donc il y a eu un deuxième jeu. Et ils ont lancé Injustice 2 en adaptation BD pour continuer. Et après, il y avait un Ground Zero aussi qui est raconté. C'est la version d'Harley Quinn, je crois. Oui, qui n'était pas forcément indispensable si j'ai bien tout suivi ce qu'on m'a dit, parce que celui-là je l'ai pas lu. En gros, ils ont créé, ce qui est intéressant, un univers alternatif à suivre chez DC, quoi. C'est une sorte de Ultimate version DC. C'est ça, c'est issu d'un jeu vidéo à la base, donc ça s'inscrit pas nécessairement dans l'univers DC. Oui, mais chez DC, ils l'ont toujours fait. Il y avait les Elseworlds qui étaient Red Son en est un, qui étaient des séries, ou White Knight, qui sont hors continuité. Les séries hors continuité, ils l'ont souvent fait chez DC, mais c'est rare
qu'il y ait un suivi éditorial qui soit pas un suivi d'auteur. Je pense au White Knight, il y a eu une suite, mais ça reste Sean Murphy. C'est le Batman de Sean Murphy. Oui. Là, il y a plein d'auteurs qui bossent dessus. Oui, ça mais ce que je veux quoi. dire, c'est que après, ça va pas nécessairement être officiellement intégré à l'univers d'ici en faisant un univers parallèle, par exemple. Enfin, c'est pas impossible. De toute façon, il y en a eu tellement de terres qu'on les compte plus. D'ailleurs, eux aussi ont arrêté de les compter. Bon, ils sont passés à la 602 direct, je crois. Non, je sais plus. On en est à 12 milliards. Enfin, de toute façon, ils se sont laissés la possibilité. Mais donc, je sais pas s'ils l'intégreront officiellement ou non à l'univers d'ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment fait un super scénario et une très bonne adaptation BD. Ouais. Voilà, comme quoi on peut faire une bonne adaptation de jeux vidéo en bande dessinée. Ce qui est quand même... ça n'a pas arrivé souvent. T'as d'autres exemples ou... En fait, j'ai plus souvent des exemples de Burk qui me viennent, mais... Peut-être en manga, il y a quelques trucs qui doivent être alors en fait, réussis. j'avoue, c'est mal de ma part, mais la plupart du temps, ces trucs qui arrivent ont un délit de faciès avec moi, c'est que je me méfie, et je mets du temps à les lire. Typiquement, on avait eu une adaptation... Alors en plus, là, ils ont vraiment tapé mal, quoi. Il y a longtemps, en manga, ils avaient utilisé un vieux scénar de jeu vidéo qui avait pas bien marché pour le passer en manga sur, en plus, un univers qui m'était très cher, à savoir Slayers. C'était mal. C'était très, très mal. Bon, je les ai à la maison, en plus, et c'est encore plus mal, mais c'était nul. En manga, par exemple, là, ils nous ont tous surpris avec les Splatoon. Qui cartonne à mort chez les gamins. Alors moi je suis pas à fond sur le jeu ni sur l'univers, mais ça cartonne à mort et l'adaptation est bien. Ça plaît beaucoup. Chez Nintendo pour le coup, parce que tu parlais des Zelda qui apparemment sont pas trop mal. Il y a les adaptations en manga de... chaque Zelda a eu son adaptation manga et en général c'est Soleil qui les récupère pour les faire pour les éditer en français. Et franchement, elles tournent bien parce qu'elles sont bien. Les adaptations sont bien. Les Pokémon aussi, il me semble. Les Pokémon, Pokémon, c'est... T'accroches ou pas, hein, mais c'est pas de mauvaise adaptation. Honnêtement, pour avoir relu les premiers, parce que j'ai fait les premiers jeux, l'adaptation fonctionne bien aussi. Après, de toute façon, à la base, le scénario casse pas trois pattes à un canard. Ça reste du scénario prévu jeunesse, donc parfois un peu facile. Ce que je trouve un peu dommage, parce que bon, sous prétexte que c'est jeunesse, c'est facile, c'est dommage. Mais les mangas Pokémon fonctionnent bien, ils sont pas mal. Et après, tu vois, on en a un autre un peu plus approximatif, mais qui, par exemple, plaît bien à mon fils. Bon, ils ont fait des Super Mario Adventure en manga. Je trouve ça un peu approximatif. Oui, pour le coup, c'est un univers que je vois mal adapté en... et pour cause, ils ont fait du SD avec des Mario et des Yoshi qui font des conneries, c'est du sketch, quoi. Surtout que la base de Mario, c'est qu'il n'y a pas de scénar, en fait. Si, je suis pas d'accord, ils vont sauver la princesse. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste prétexte, on s'en fout. Le but, c'est qu'ils aient des niveaux super bien designés et que on est d'accord, mais ils vont sauver la princesse, il y a un scénario, c'est le même à chaque fois. Hein. Oui, et d'ailleurs, elle est trop conne. Hein, mais ils s'en moquent d'ailleurs, hein. Ils font de l'autodérision là-dessus dans certains jeux. C'est un peu un scénario de film de... Parce que c'est deux gros moustachus quand même qui vont... On est d'accord. Plombier. Bonjour madame. Ah, d'ailleurs, mais quel est leur lien entre... que depuis le temps, ils ont abandonné leur clé. Ils sont frères ou ils sont cousins? Ils sont frères. C'est les frères Mario, les Mario Brothers. Il y a Mario et Luigi Mario. Oui. Ça fait 3 Mario. Voilà. Combien ça fait de Mario? Ça fait 3. Bon, bien, merci pour cet œil sur Injustice. Il faudra que je te montre le jeu. Je l'avais chopé chez Epic, il avait fait gratos à un moment. Il a l'air plutôt bien foutu. Et puis au-delà du jeu, c'est vrai que c'est une collection chez Urban d'ici, là. Ou si vous ne connaissez pas forcément les univers, vous pouvez y aller parce que pour 4,90 €, ça fait quand même vous pouvez plus y aller, c'est épuisé. Un joli travail d'édition le jour où vous en retrouvez. Surtout que l'émission sera publiée dans un mois. Donc. Ils ont fait un très bon boulot de toute façon chez Urban, ils ont fait un très bon boulot pour sur DC Comics, qui était un peu le parent pauvre du comics en France. Ils avaient du mal à en sortir. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle à tous ceux qui ont aimé ces émissions qu'ils peuvent pirater les bandes dessinées sur Internet et nous donner des sous sur Tipeee pour nous soutenir. J'ai des très bons sites pour pirater les BD. Tu as une affaire professionnelle qui s'y connaît, merci. Voilà, ça nous aidera à nous acheter du matériel, à nous payer à manger quand on fait nos émissions et à boire. Ce qui est toujours une bonne chose et qui nous permet de le faire dans la bonne humeur et la joie. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur le site lavoidesbulles.fr et sur les réseaux sociaux. Nous avons enregistré à la BDRI, qui est une chouette librairie. Rue des Cordeliers. Rue des Cordeliers, sur Aix-en-Provence.
Voilà. Encore une fois, s'il te plaît, pour la pub. La Bellerie, rue des Canteliers, Aix-en-Provence, qui est voilà, là où part une bonne partie de notre salaire. Mais j'étais augmenté là, je crois. Merde. Bref, C'est noté. à très bientôt. C'était un plaisir d'être avec vous. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt. Bye bye les gens. Salut.